Bonjour et bienvenue. Je suis Margot Disquin et je suis ravie de te recevoir sur le podcast Le Bonheur en question. À chaque épisode, je te parlerai du travail de Byron Katie, une démarche simple et radicale de déconstruction systématique de nos pensées stériles, stressantes et limitantes. Le travail, ou The Work, mène à de profondes prises de conscience, une meilleure connaissance de soi et permet de goûter à plus de clarté, de joie et de paix dans sa vie. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va se pencher sur une situation que tu as sûrement déjà vécue. Celle où une simple remarque te pousse à te justifier et à te défendre. On va voir ensemble pourquoi cette réaction est le premier acte de guerre, comme nous le répète Byron Katie, et surtout comment son travail peut nous aider à transformer ce réflexe en une opportunité de paix. Et reste bien jusqu'à la fin, car je te donnerai des instructions pour consulter ou télécharger la fiche bonus de cet épisode. Qu'est-ce qu'entend Byron Katie lorsqu'elle dit « La défense est le premier acte de guerre ». C'est ce que nous allons voir au travers d'exemples dans cet épisode de podcast. Tu y trouveras une analyse sur le besoin de se justifier et ses conséquences sur nos relations avec soi-même et bien sûr avec les autres. Cela sera également l'occasion de voir comment naissent certains conflits, ce qui se trame alors à l'intérieur de soi et en quoi la pratique du travail de Byron Katie peut nous aider à cultiver d'autres réflexes plus salutaires. Tout commence par une remarque qui nous froisse. Il est 13h30, je me pointe à un rendez-vous avec une collègue. J'affiche un large sourire pour signifier que tout va bien et que je suis contente de retrouver la personne. Elle me dit « Margot, tu es en retard. On s'était dit qu'on se retrouvait à 13h et il est 13h30. » Cette remarque fait mouche. Elle appuie sur mon bouton défense et justification. Immédiatement, sans prendre le temps d'y réfléchir, je me mets à débiter des explications, des excuses, 1001 raisons, peut-être même à lui renvoyer la balle. Ça donne un truc du genre « Ben, tu sais, c'est pas de ma faute, je suis pourtant partie à l'heure, mais il y a tellement de circulation à cette heure-là. Et puis, je ne pouvais pas savoir qu'il y avait de nouveau des travaux. De toute façon, on avait prévu large, on va quand même finir à temps, non? Toi aussi, ça t'arrive d'être en retard. La semaine dernière, tu m'as fait poireauter un quart d'heure dans ton bureau pendant que tu bavardais à la machine à café. » À ton avis, que se passe-t-il ensuite ? Eh bien, c'est ainsi que naît un conflit. Mets-toi un instant dans la peau de la personne qui m'attendait. Dans cette nouvelle posture, trouves-tu mes explications apaisantes, rassurantes, satisfaisantes, crédibles ? Que ressens-tu à m'écouter ? Comment as-tu tendance à réagir de ton côté, que ce soit de manière silencieuse ou verbalisée ? Quelle impression te laisse cet échange ? Il y a fort à parier qu'à ton tour, tu vas exposer toute une panoplie de raisons et d'arguments qui expliquent en quoi j'ai tort d'être en retard, ainsi que des conseils sur comment j'aurais pu l'éviter. On entre dans un processus de surenchère où chacun défend son point de vue. C'est à qui aura raison, à qui aura le dernier mot. Il y a escalade du conflit. Les deux parties se sentent attaquées. Ils ne se sentent ni entendus, ni compris, des victimes. Même si tu gardes ta contrariété sous silence, la confiance entre nous a été mise à mal. Il devient évident que ma réaction défensive n'est pas très efficace pour entretenir la bonne entente entre nous. C'est qu'il s'en passe des choses dans les coulisses de notre fort intérieur. Comment se fait-il que l'on parte ainsi sur la défensive au quart de tour ? Que se passe-t-il à l'intérieur de soi, en amont, avant la salve d'explications, d'excuses et même d'attaques parfois ? Ma première constatation, c'est que la remarque de l'autre a été perçue comme une critique, une menace, et donc on trouve tout naturel de déclencher un processus de, entre guillemets, légitime défense. Comment s'organise cette défense ? Voici un résumé des différentes stratégies mises en œuvre. 1. Retrouver un semblant de sécurité.
en essayant de s'absoudre aux yeux de l'autre, de faire appel à sa clémence pour qu'on s'accorde tous les deux à me considérer comme une victime des circonstances et en aucun cas responsable de la situation. C'est pas de ma faute, j'ai fait de mon mieux, mais voilà, il s'est passé ceci et j'ai dû composer avec cela. Point numéro 2, prouver qu'on a raison, en déployant des arguments plus ou moins fondés. Mais là n'est pas la question. Ce qui sous-entend que l'autre a tort, que sa remarque est déplacée, n'a pas lieu d'être, est injuste. Se rencontrer à 13h30, c'est bien suffisant. On n'avait pas besoin de se voir si tôt. Et puis on perd un temps précieux à débattre de tout ça, alors qu'on pourrait simplement se mettre au boulot. Méthode numéro 3, contre-attaquer, parfois pour prouver qu'on n'est pas le seul fautif. Démontrer à l'autre qu'il en fait tout autant ou pire et qu'il n'a donc pas le droit au chapitre sur ce sujet. Essayez de lui clouer le bec. Pour une fois que toi tu es à l'heure, souvent j'en fais exprès de me pointer avec 10 minutes de retard parce que je sais que je vais devoir t'attendre de toute manière. C'est pas comme si tu étais la reine de la ponctualité. Mais derrière ces arguments plus ou moins percutants se tapit un sentiment de culpabilité, d'avoir fait quelque chose de répréhensible. Mince, c'est vrai que j'ai décidé de passer un dernier appel avant d'aller au rendez-vous. J'ai mal calculé mon coup. J'aurais pu m'excuser et raccrocher plus tôt. J'ai pu observer que plus je me défends avec véhémence et avec une apparente conviction, plus se cache derrière cette démonstration de force une autocritique sévère et à peine consciente. Dans ces moments-là, je ne suis disponible ni à moi-même pour aller voir quel est le point sensible qui a été touché, ce que je tente de dissimuler derrière le rideau de fumée de mon emportement, ni à l'autre qui pourtant a dû supporter les conséquences de mon retard. Je me conforte ainsi dans mon état de victime et de mal-aimé. Il m'apparaît donc comme normal que je me défende. Mais il y a la remarque et il y a le sens de la remarque. En me disant que je suis en retard, ma collègue ne fait que relater un fait. C'est une observation, un constat. Mais mon mental ne s'en tient pas là à lui. Il rajoute son interprétation, son grain de sel. Ah, ça veut dire qu'elle m'en veut. Elle ne me comprend pas, elle me critique injustement. Elle n'en a rien à faire de moi. Elle ne m'aime pas. Elle se croit mieux que moi. Tout du long de ce processus, on a l'impression que le problème vient de l'extérieur, alors que cela vient d'une pensée qui a émergé dans notre propre monde et qu'on attribue à l'autre. Immédiatement, on voit et on entend la personne comme une ennemie, quelqu'un à vaincre, à convaincre, à faire plier sous nos arguments. On doit reconquérir la bonne opinion que l'autre est censé avoir de nous. On doit prouver qu'on a raison, coûte que coûte. C'est là que la citation de Byron Katie, la défense est le premier acte. C'est là que la citation de Byron Katie, la défense est le premier acte de guerre, prend tout son sens. On se défend contre une menace qui n'en est pas une. On rétorque, c'est la naissance du conflit. Mais une fois de plus, l'opinion que l'on a de la personne à qui on s'oppose s'est forgée à l'intérieur de soi. C'est donc là qu'il va falloir s'en occuper. Aller faire la part des choses, c'est comme ça que l'on va enterrer la hache de guerre. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin d'être deux pour résoudre un conflit. Donc voici comment appliquer le travail de Byron Katie pour passer de la justification à la compréhension. Les mécanismes de défense et de justification nous donnent des opportunités à foison de mettre le travail de Byron Katie en pratique. Une bonne vieille feuille de travail, jugez votre prochain sur la personne concernée, constitue un excellent point de départ, bien sûr. Puis, on peut également aller voir les origines de la voix du persécuteur qui se fait entendre à l'intérieur de soi et qui nous prend à défaut, qui lui sait qu'on ne donne pas à notre interlocuteur toute l'histoire, qu'à l'intérieur, on entend aussi « tu aurais dû faire un effort pour partir plus tôt ». Tu sais bien que tu es parti à la dernière minute parce que tu voulais finir de regarder ta vidéo et que tu avais la flemme d'envoyer un petit message pour prévenir de ton retard. Au départ, se justifier est un réflexe, mais
Plus on remet ses pensées en question, moins on a tendance à donner du crédit et donc du pouvoir aux pensées qui nous traversent. On a le choix, un choix que l'on n'avait pas avant quand tout se déclenchait automatiquement. On prend maintenant du recul. C'est là que la paix commence à s'installer. Suite au travail, on peut se surprendre à réagir autrement une prochaine fois dans des circonstances similaires. Cela pourrait donner « Margot, tu es en retard, on avait dit 13 heures ». Plus cela s'apaise, plus on trouve les mots. « Effectivement, je suis en retard. Merci pour ta patience. » Mais on n'a pas ce réflexe si on n'a pas fait son travail auparavant. Et tout cela ne veut pas dire qu'on se comporte en paillasson. Par exemple, après avoir examiné la situation à tête reposée, il s'avère que ce n'est pas vrai pour moi que je suis en retard. Rien ne m'empêche de l'exprimer. Si je n'ai pas commis l'erreur qu'on me reproche selon moi, je ne vais pas prétendre l'avoir fait. Margot, tu es en retard, on avait dit 13 heures. Ce n'est pas mon expérience. Je crois bien qu'on avait dit 13h30, mais il est possible que je me trompe. Merci de me corriger si c'est le cas, parce que je souhaite vraiment être à l'heure la prochaine fois, c'est important pour moi. Ça ne laisse alors aucune place au faux semblant. On énonce simplement la vérité telle qu'on l'a découverte à l'intérieur de soi. Si quelqu'un dit quelque chose avec lequel on n'est pas d'accord, on peut l'exprimer sans pour autant se sentir en danger et donc avoir l'impulsion de se défendre. On s'aperçoit que les remarques de l'autre ne nous visent pas personnellement. Au lieu de voir la personne concernée comme attaquante, malveillante et critique, on constate qu'on est en face de quelqu'un qui énonce quelque chose qui est vrai pour elle, et même aussi pour soi après examen. Il n'y a pas de quoi monter sur ces grands chevaux et aller guerroyer. On évite le conflit, tout simplement. Au final, la pratique du travail de Bereniketti gomme peu à peu le besoin de se défendre et de se justifier qui conduit généralement à davantage de critiques de la part de l'autre. Il nous aide à prendre du recul et à cultiver d'autres réflexes de communication en conservant le lien avec notre interlocuteur. Les deux parties se sentent enfin entendues et compris, ce qui laisse la place à plus de paix et d'harmonie dans nos relations. Et si tu ne sais pas ce que c'est qu'une feuille de travail Jugez votre prochain, je te suggère de consulter le mini-cours gratuit en vidéo intitulé La boussole. Merci d'avoir écouté cet épisode. On a vu ensemble comment nos justifications peuvent alimenter les conflits et comment, grâce au travail de Bereniketti, on peut transformer ces réflexes en opportunités de compréhension et de paix. Pour aller plus loin, n'oublie pas de télécharger la fiche cadeau sur mon site lebonheurenquestion.fr à la page podcast. Elle contient des exercices pratiques pour t'aider à mettre en œuvre ce que nous avons discuté aujourd'hui. À très vite!